Tu connais le Club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Chers amis, on va continuer à parler de création sur Internet. Je vous propose d'accueillir notre premier invité. Il s'agit de la personne chargée des programmes qui accompagne les créations numériques chez Arte et qui auparavant était responsable des chaînes YouTube d'Arte France, Lama Serran. Merci beaucoup Lama d'être avec nous. Ravi de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Tu ne seras pas toute seule puisque tu vas être accompagnée du chef adjoint du service vidéo du Monde, Donald Walter. Salut tous les deux, merci Donald, merci Lama d'avoir accepté de venir échanger avec nous. On est à Frames, je le disais, on est à Frames, un festival spécialisé sur la création de contenu sur Internet, notamment de contenu vidéo. On parle de YouTube, on parle de Twitch, on parle de TikTok, on parle de on parle des podcasts également, on parle de tout ça, énormément de choses. Et vous, tous les deux, on a voulu vous proposer de venir échanger avec nous parce que vous faites partie de médias, disons classiques, de médias installés, de médias audiovisuels, de médias presse, numériques et papier, et vous êtes présents sur Internet. Et ça nous interroge, ça nous intéresse et on voudrait avoir cet échange avec vous. Donald, toi par exemple, tu bosses pour le journal de référence, quand même, je rappelle, Le Monde, c'est 600 000 abonnés. Et pourtant, tu fais de la vidéo et tu publies ça sur YouTube. Ça représente quoi, Internet, pour le journal Le Monde? Alors, il y a Internet et il y a la vidéo. C'est deux choses différentes. Internet, c'est un virage qui a été pris il y a 25 ans et moi, j'y étais pas, donc je maîtrise un peu moins. C'est évidemment un gros enjeu parce qu'aujourd'hui, ce qui fait rentrer de l'argent et ce qui finance le journalisme du Monde, c'est en grande partie des abonnements numériques. Ça, c'est hyper important. Et sur ce qui concerne la vidéo, c'est en fait, il y a deux enjeux. Quand on s'est lancé en 2012... N'hésite pas à te rapprocher de ton micro. Je vais me rapprocher un peu. Merci. Mieux. Je vais me tenir un peu plus droit comme ça. Super. Je disais donc, quand on s'est lancé sur la vidéo en 2012, on a beaucoup tâtonné, on ne savait pas très bien ce qu'on allait expérimenter, et on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, on pouvait faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des articles, et on s'est rendu compte qu'on pouvait raconter des trucs, qu'on pouvait donner des infos, qu'on pouvait mettre en récit des sujets, en s'appuyant beaucoup sur l'image et sur le propos. Donc ça, en fait, on a découvert qu'il y avait un avantage éditorial en fait, à traiter des sujets de cette manière-là, parce qu'on peut convoquer de la cartographie, des graphiques, des courbes, etc., et les mettre, et les animer et raconter des choses autour de ça. Ça permet un petit peu de compléter l'info qu'on peut donner par l'écrit, parce qu'évidemment, un article avec plein de chiffres, ça peut être vite un peu compliqué, alors que si on le met en image, il y a des choses à inventer. Donc on s'est rendu compte de ça. Et puis deuxièmement, c'est l'autre enjeu important, c'est de se dire qu'on parle à un public qui ne connaît pas forcément le monde. Ouais. On va sur les plateformes, on va sur YouTube, on va sur TikTok, sur Insta, etc. Et on s'adresse à un public qui ne serait pas forcément venu nous voir. Et on leur dit « Hey, salut, on est Le Monde, on fait des trucs cool, on fait du journalisme qu'on essaie de rendre le plus intéressant possible. Si tu trouves que ce qu'on fait est cool, viens un jour sur le site et abonne-toi. » Et c'est un peu ça l'idée en fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'être présent auprès d'un public qui ne serait pas forcément venu nous voir. Lama, toi, tu as été en charge de la chaîne YouTube d'Arte à une époque où Arte, c'était encore largement une chaîne télé. Oui. Comment ça s'est fait, la jonction, ou comment ça a été... Oui, alors juste aussi un petit rectificatif. Moi, je suis chargée de programme, je ne suis pas chargée des programmes. C'est-à-dire c'est comme un conseiller de programme chez France Télévisions. Oui, parce qu'à la télé, le chargé des programmes, c'est très précis. Voilà, ce n'est pas toi. Moi, je suis un chargé de programme donc dans l'unité de programme de création numérique au sein d'Arte France. Okay. Et en fait, donc je suis dans cette équipe depuis 3 ans et demi. Et avant, j'accompagnais les programmes de l'antenne sur les plateformes sociales. Donc on faisait, à l'époque, on faisait du transmédia. On créait des sites internet, par exemple Au service de la France, qui était une série de l'antenne. Oui. On avait créé un site où on invitait les gens à devenir agents secrets pour intégrer. Voilà. On faisait des choses comme ça, un peu proche du marketing. Et j'avais une petite... Enfin, on a toujours été en fait assez numérique côté Arte. La plateforme d'Arte Plus 7, à l'époque, on était quand même les premiers à faire du replay. Enfin, voilà, on était les premiers à créer ça en termes de médias. C'était, je le rappelle, un site internet qui permettait de consulter les programmes d'Arte dans les 7 jours qui suivaient leur diffusion à la télé.
Et on était déjà sur YouTube aussi à l'époque où je suis arrivée à Arte. Et c'est vrai qu'on avait donc les chaînes de magazines d'antenne, type 28 minutes, Désintox ou des choses comme ça. Et on avait une chaîne principale Arte qui était alimentée de manière automatique. Et on a juste tout mis en place. Et ça nous a permis aujourd'hui d'être une chaîne assez importante sur YouTube. Aujourd'hui, on a 3 millions d'abonnés sur la chaîne principale. Et on met en ligne à peu près 8 vidéos par jour sur la chaîne principale d'Arte. Donc, surtout du documentaire sur la chaîne principale. Mais on a je sais pas, une trentaine de chaînes sur YouTube. On est sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch. Ouais, aussi, la chaîne Twitch d'Arte. Est-ce que c'était évident pour vous de vous diriger vers... Alors, est-ce que vous étiez déjà consommateur d'Internet avant de bosser pour vos médias respectifs, ou est-ce que c'est vos médias respectifs et votre travail qui vous a fait découvrir le monde, le continent qu'est YouTube, Twitch, TikTok, etc. Donald? Ça s'est passé un peu en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé au Monde en 2012 et c'est à peu près dans ces eaux-là que j'ai commencé à m'informer en vidéo, en tout cas, parce que c'est à ce moment-là qu'en France, on commençait à émerger des youtubeurs qui faisaient de la vulgarisation notamment, et puis il y avait aussi des youtubeurs d'actu qui ont commencé à se poser progressivement. Mais avant ça, oui, moi, j'ai grandi dans les années 2000 en fait, et Internet est arrivé à ce moment-là. Il y avait déjà beaucoup de choses, donc je me suis informé très vite sur les sites qui étaient en ligne. J'ai pas acheté beaucoup de journaux dans ma vie, mais je lisais Le Monde sur le site du Monde avant d'y aller moi-même, quoi. Donc, au tournant des années 2010, c'est comme ça que je m'informais, quoi. Ok, d'accord. Et pour toi, Lama, ça s'est fait en même temps aussi, ou Non, moi j'ai découvert Internet très tôt et je suis tombée dedans. Moi j'allais dans des forums. Ok. Moi j'étais plutôt ouais. Et qu'est-ce qui t'a conduit vers un média classique alors? En fait, j'étais à Canal avant, où je m'occupais aussi de la plateforme numérique de Canal, où on faisait plutôt du second écran, des applications. Donc on a sorti comme ça l'application de Bref, des Guignols, de Grolante. À l'époque, on faisait des applications sur second écran pour Canal. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne. Et en fait, je suis arrivée dans Internet à un moment où on cherchait des gens qui savent bien écrire, analyser un texte. Et il n'y avait pas encore d'école, de com, de community manager, de choses comme ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vite tomber dedans et une vraie appétence aussi. Moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Voilà, moi, j'ai grandi avec des modèles qu'on a après retrouvés sur Internet assez facilement, quoi. On s'est retrouvés un peu tous à faire des blagues dans des forums, en fait. Léa? Moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu provoque. Elle l'est, potentiellement. C'est assez surprenant de voir que finalement, des médias très bien implantés comme vous, je pense à Arte, je pense bien sûr au Monde. Moi j'ai un kink, je lis Le Monde en format papier encore tous les jours, je l'avoue. J'ai vraiment une consommation de boumeuse des médias. Donc voilà, donc je suis ravie. Mais en fait, je me pose la question parce que finalement, vous avez quand même un bel espace. Suffisamment d'influence, déjà une communauté qui est là, qui vous suit, un public qui est assez diversifié par ailleurs et qui vous soutient. Pourquoi investir nos endroits en quelque sorte, c'est-à-dire les endroits de celles et ceux qui n'ont pas vos moyens de communication, qui n'ont pas vos moyens financiers et qui n'ont pas aussi tous ces moyens de production. Enfin, je veux dire, quand un média comme Arte ou Le Monde débarque sur YouTube, pour les petits créateurs ou créatrices de contenu, ça fait un peu genre ah ok, super, mais pourquoi en fait? Quel est vraiment votre... J'ai pas vu les choses comme ça, cette concurrence déloyale. Non, mais quel est votre objectif est-ce que vous voulez chercher un nouveau public? Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça implique en termes aussi de stratégie de développement? Pourquoi? Tu veux répondre? Je peux te donner une réponse effectivement là-dessus. Déjà, la vidéo au départ, on la destinait pas forcément à aller sur les plateformes, c'était pour le site. Donc là, on n'embêtait personne d'une certaine manière. Et en fait, la raison pour laquelle on a commencé à en faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça permettait de traiter l'information différemment et de s'appuyer sur l'outil audiovisuel pour mettre en forme d'une manière un peu différente les infos qu'on avait à donner. Et en fait, au départ, on les publiait essentiellement sur le site du Monde. Donc pour vos abonnés, c'était ça la stratégie initiale? On a la vidéo a très long, est encore largement en accès gratuit sur le site, mais c'était destiné aux lecteurs du Monde. En fait, c'était vraiment sur la home du Monde. Pas l'objectif d'aller chercher un nouveau public plus jeune. C'était pas forcément ça au départ. Et il se trouve que parallèlement à ça, il y a eu une émergence des plateformes au début, pas mal YouTube et Facebook aussi, où il y a eu un petit âge d'or vidéo, puis plus tard Insta, Snap, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas
partager ce qu'on sait faire chez nous sur ces plateformes-là. On n'avait pas l'intention d'aller détruire tout ce qui se crée sur ces plateformes, mais parce qu'il s'y passe des choses vraiment cool. On s'est juste dit que c'était un moyen aussi de parler à des gens qui seraient jamais venus nous voir. Et c'est pour ça en fait qu'on y allait. C'est pour ça qu'on y allait, c'est qu'on avait quelque chose à proposer sans vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on a mis en place parfois des partenariats, des collaborations, on va dire, avec des youtubeurs. Nous, on est énormément consommateurs de ce qui se fait chez les indépendants. Et quand il y a des gens qui font du super taf, on se dit, on pourrait peut-être bosser ensemble parce qu'on parle un peu la même langue et on met ça un peu en place, quoi. C'est pour ça qu'on est présent sur ces plateformes. Et c'est aussi parce que c'est un public qui est assez différent, qui est plus jeune, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas en tête les audiences du monde sur le profil des gens qui vont sur le site, mais sur YouTube, la moitié de notre audience, elle a moins de 35 ans, donc c'est vraiment un public plutôt jeune, et les 70%, ils ont moins de 45. Donc c'est vraiment, on s'adresse à un public qui n'est pas celui qui lit le vieux journal, le journal papier. Pas moi, quoi. Mais il y a plein de gens qui ont ce fétichisme-là. Il y a beaucoup de gens qui téléchargent le PDF exprès pour le lire, parce que c'est... Mais je comprends, la maquette, tout ça, ça fait partie du journal, quoi. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'on y est allé. Usul. Oui, après, voilà, il peut y avoir des synergies assez intéressantes. Je sais que, par exemple, Arte, vous commencez à faire des reacts. C'est-à-dire, les reacts, c'est quand des gens le faisaient déjà de leur côté sur Twitch. Ils regardent un docu d'Arte qui est sur la chaîne YouTube, et puis ils font pause, ils expliquent des trucs, ils parlent avec leur chat, etc. Et vous avez dit, très bien, ce qui est une réaction très intelligente, plutôt que on pourrait dire, atteinte au droit d'auteur, j'interdis les reacts sur notre produit à nous. Et vous avez fait l'inverse, vous avez dit, nous aussi, on va inviter des gens à faire des reacts. Et je trouve que c'est une manière assez intelligente de prendre la chose. Le Monde, il y a un plan de développement aussi, parce que sur TikTok, sur Twitch, il y a maintenant des revues de presse. Sur TikTok, il y a des gens qui lisent juste des articles et qui les résument. Je crois que je suis celui qui lit le plus Le Monde sur Twitch. Ouais, voilà. J'ai une grosse consommation d'articles du Monde sur Twitch. Voilà, et mon ancien collègue host politique, maintenant il fait une matinale sur Mediapart une fois de temps en temps pour lire des articles Mediapart avec les gens. Mediapart qui fait aussi des trucs avec ses journalistes, par contre, le lundi soir, pour parler des articles qu'ils ont fait. Twitch, vous n'avez pas encore investi, Le Monde ? On n'a pas encore... On a testouillé des trucs, mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que pour se lancer, il faut des moyens humains, en tout cas, des compétences humaines, et puis des gens pour le faire, quoi. C'est-à-dire que faire une émission comme celle-ci, c'est du monde, c'est un investissement, c'est la réflexion surtout de quelle est l'offre éditoriale qu'on veut proposer. Et ça fait évidemment partie des milliards de choses qu'on a quelque part dans le coin de notre tête, auxquelles on réfléchit. Pour l'instant, il n'y a pas de projet très arrêté, mais oui, ça fait partie évidemment des choses qu'on observe et qui se déploient sur Twitch, sur les plateformes de stream. On ne s'est pas encore positionné et lancé dessus. Ça fait partie de nos réflexions, mais on a déjà beaucoup à faire parce qu'on est assez présent sur YouTube, on est assez présent sur Insta, sur TikTok, sur Snap, sur Facebook de moins en moins. Mais donc on a beaucoup à faire. On est assez nombreux pour s'occuper de tout ça. On est une équipe cumulée d'une 30aine de personnes qui s'occupent de toutes ces plateformes. Mais pour l'instant, Twitch, on a réfléchi, on a eu des propositions de gens qui sont venus nous voir et on ne s'est pas encore lancé, mais ça viendra sans doute. Ok. Et vous, Lama ? En fait, Arte, c'est, pour répondre à ce que tu disais aussi, Léa, en fait, on se positionne depuis quelques années comme un label européen. On est vraiment, on a l'antenne linéaire, qui est la télé, mais on a aussi la plateforme Arte.tv et les chaînes sociales. Et vraiment, quand on parle d'Arte, on est vraiment présent sur toutes ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'on est parti on fait œuvre de service public en allant vers le public là où il se trouve. C'est comme ça qu'on a pensé nos stratégies et on ne va pas aller piquer le boulot, évidemment, des créateurs. Au contraire, nous, on collabore beaucoup avec les créateurs. Vous avez reçu le Vortex, qui est une chaîne qu'on a lancée en 2019 au moment où on faisait la refonte de YouTube, qu'on fait avec Nest Productions. On invite, jusqu'à maintenant, je crois qu'on a une 60aine de vidéastes qui sont passés par le Vortex. On a fait Underscore avec Al236, on a fait Citizen Facts avec Haute Favre. Enfin, on fait vraiment beaucoup de choses avec des créateurs. Samuel, la dernière série qu'on a sortie en animation de fiction, c'est une jeune fille qu'on avait repérée sur Instagram, Émilie Tronche, elle avait 1000 abonnés. Et puis on allait la chercher, elle était avec les valseurs. Aujourd'hui, ça a fait 18 millions de vues sur l'ensemble des plateformes. C'est quelqu'un qui vient d'Internet et nous, on est là pour, en tout cas, lui donner les moyens aussi de faire ce qu'elle fait. C'est vrai qu'on se positionne vraiment comme on accompagne les talents. Enfin, moi, vraiment, on a cette mission-là. Et ce qu'on aime, en tout cas, dans l'unité de programme dans laquelle je suis, c'est qu'on fait aussi bien du documentaire, de la fiction, du jeu vidéo. On fait aussi, ça fait 10 ans qu'on fait des jeux vidéo. On en édite depuis 4 ans. Donc, on fait aussi de la VR, de l'XR, de la MR. Enfin, on est vraiment sur tous les terrains culturels aujourd'hui qui peuvent exister parce qu'on pense qu'en tant que service public européen, il faut qu'on soit partout. On est dans 6 langues, par exemple. On a des comptes sociaux partout. On a 25 millions d'abonnés sur nos comptes sociaux.
sociaux. Et ça, c'est pas pour aller piquer du boulot, au contraire, c'est pour aller faire des choses sur place et avec les gens qui sont sur place. Dans une logique de collaboration. Ah, complètement. Enfin, vraiment, sincèrement, oui. Est-ce qu'il y a eu en interne dans vos organisations des réticences à aller sur Internet, à développer des formats? On sait que dans les années 2000, par exemple, des journalistes de presse papier ne voulaient pas que leurs articles soient publiés sur Internet parce qu'ils trouvaient ça vulgaire, ils travaillaient pour le papier, et voilà. On sait aussi que des chaînes de télévision ont parfois eu du mépris pour les créateurs sur Internet, pour les plateformes numériques, pour les youtubeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou est-ce que finalement ça s'est bien passé dès le début? Donald. Comme tout changement, il y a souvent un petit temps d'adaptation. Ouais. Et c'est vrai que, alors moi, j'étais pas là dans les années 90-2000 quand le site Le Monde du Monde s'est lancé, mais de ce que j'ai pu en apprendre, oui, il y a eu des interrogations. Comment ça marche? C'est quoi ce métier? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et ça a été un travail de pédagogie, en fait, de comment est-ce qu'on construit un objet médiatique qui est à la fois un journal et un site. Ça a pris un certain temps. Moi, j'étais pas là pour le voir. Et sur la vidéo, plus spécifiquement, moi aussi, ça pour le coup, je l'ai vécu d'un peu plus près puisque j'ai commencé en 2012 et c'est à peu près à ce moment-là que s'est lancé le service vidéo du site. Il y avait eu d'autres expérimentations avant, mais vraiment structurellement, il y a un service qui s'est monté à ce moment-là. Et oui, c'était juste, ils ne savaient pas très bien ce qu'on faisait et comment on travaillait, ce qui est normal, puisqu'ils s'occupaient d'un journal ou d'un site, parce que même du côté du site, il y avait un peu ce truc de non, on fait de l'actu en continu, de l'actu chaude, on publie des papiers toute la journée. C'est quoi ces formats vidéo? Comment ça marche? D'autant plus qu'à l'époque, en 2012, la vidéo sur Internet, c'était pas encore tout à fait rentré dans la culture. Il y avait beaucoup de trucs, de blagues qu'on se partageait, des chats et des bébés qui dansent et des trucs comme ça. Mais la vidéo, on va dire, sérieuse sur Internet n'était pas encore quelque chose de très ancré. Et il a fallu effectivement montrer et montrer comment est-ce qu'on bossait, ce qu'on pouvait proposer. Et ça a pris un certain temps. Mais il n'y a pas eu de méfiance ou de mépris, c'était juste plus de l'incompréhension, de la méconnaissance en tout cas de comment est-ce qu'on fonctionne. Et assez rapidement, ils se sont rendus compte que on faisait du boulot de journaliste sérieux, juste d'une manière un peu différente. Et on a réussi comme ça à construire, en fait, à trouver notre place dans la rédac et même à travailler avec eux, en fait, à les solliciter, à discuter avec eux, échanger, parce qu'il y a 500 personnes, 500 journalistes au monde. C'est une mine d'or pour discuter de sujets de fond, avoir des infos, avoir des accès éventuellement à des interlocuteurs. Et on s'est intégré en fait dans ce système. Et aujourd'hui, on est complètement embarqué dans la rédaction dans son ensemble, quoi. Et toi, Lama? Parce que vous, la particularité, c'est qu'en plus, notamment sur Twitch, vous bossez avec des créateurs déjà installés sur la plateforme. Ouais. C'est ce qui fait la réussite d'Arte, à la différence d'autres chaînes qui sont pété la gueule. Vous y arrivez parce que vous travaillez avec des acteurs de la plateforme. Peut-être qu'en interne à Arte, ça n'a pas été évident, ça. Alors, en fait, non, ça c'est bien. Enfin, on a eu sincèrement, on a de la chance au sein d'Arte parce que on a un des verbatims qu'on a en interne, en tout cas, c'est l'innovation. Nous, on veut innover, on veut être créateur et innover. Et c'est vrai que quand on est allé les voir en leur disant voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus présent sur les plateformes sociales, au contraire, ils étaient plutôt curieux. En tout cas, les unités de programme de l'antenne étaient plutôt curieux de nous accompagner là-dedans. Ce qui a été plus compliqué, c'était au niveau des contrats, parce que c'est vrai que prendre des droits longs sur des plateformes sociales, ce qui nous protège, c'est que nous, on ne monétise pas nos contenus. Nos programmes sur YouTube ne sont pas monétisés. On ne fait pas de pub, on ne fait pas de revenus dessus. Et en quoi ça vous protège ? Ça nous protège d'avoir des discussions après de revenus, de rachère avec des producteurs ou des choses comme ça. Des objectifs à remplir. Exactement. Donc c'est vrai que ça nous aidait aussi de dire aux producteurs et aux réalisateurs, vos programmes, ils vont être présents sur ces plateformes-là. Ça double l'audience. Donc en interne, ça s'est très rapidement fait. C'était plutôt à l'externe de faire un vrai travail. Donc on s'est associé aussi au CNC. On a fait le fonds Savoir et Culture avec le CNC Talent. On a quand même mis en place des choses pour aussi emmener tout le monde avec nous au sein de YouTube, au sein de Twitch, au sein des plateformes sociales, quoi. Et vrai qu'en interne, on a aussi Bruno Patino en président et Boris Razon. C'est quand même des gens qui viennent du numérique. C'est un peu plus facile de discuter avec eux sur ces sujets-là qu'avec des personnes qui, effectivement, ne viendraient pas assez mieux. Ils viennent du monde, d'ailleurs. Oui. Antoine ? Oui, une question pour Donald. Est-ce qu'il y a une facilité à traiter en vidéo certains types de sujets plutôt que d'autres? Est-ce que c'est le même type de sujet qui va être traité en vidéo que ceux traités dans le print ou dans le web? Voilà. Il y a beaucoup de réponses à apporter à cette question. Parce qu'il y a pas mal de raisons. Il y a une contrainte principale qui est qu'il faut que ce soit traitable visuellement. C'est-à-dire que c'est plus facile de manier des choses qu'on peut mettre en image, que ce soit
avec de la vidéo, avec des rushs, avec des photos et ou avec de l'animation et de la cartographie, par exemple. C'est pour ça que des sujets très conceptuels, peut-être sur la sémantique politique, c'est un peu plus compliqué à traiter parce qu'en image, c'est pas forcément super simple. Après, il y a quand même beaucoup de possibilités et on s'interdit pas beaucoup de sujets. En fait, on a une ligne d'édito, nous, dans notre service, qui vise 3 choses. Il y a la couverture de l'actu, c'est-à-dire qu'on va reprendre des images d'agences pour suivre l'actu de près, qu'est-ce qui se passe ce jour-là, et s'il y a un bombardement à Gaza, s'il y a un bateau qui rentre dans un pont, on va passer ces images-là. Et puis après, on a des choses un peu plus, des formats longs, un peu plus éditorialisés, qui sont très axés sur l'explication, sur la pédagogie. On va prendre des sujets compliqués du moment, que ce soit sur le climat, l'économie, ce genre de choses, et trouver un angle, et sur 10-12 minutes, développer tout ce qu'il y a à dire autour de ce sujet pour lui donner du contexte et donner des clés de compréhension à notre public. Il y a ce côté-là, et il y a après une partie de notre équipe qui bosse beaucoup plus sur l'investigation et qui là va plus chercher à faire émerger des infos et aller chercher des éléments en ligne, que ce soit des vidéos partagées par des Gazaouis de bombardement quelque part sur leur territoire. Et nous, on va faire un boulot d'authentification et de mise en récit de contexte de comment est-ce que ça s'est passé, de qu'est-ce qu'on peut apporter comme information à ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, parce qu'on a beaucoup de moyens. On a la chance de pouvoir travailler avec des motion designers, qui sont les gens qui font toutes les animations, qui font tous les schémas animés, toutes les cartes, tous les graphes, les courbes, les trucs qu'on peut mettre à l'écran pour donner du sens à ce qu'on raconte. Donc, on a ces moyens-là qui permettent vraiment de faire plus qu'avec juste du montage. Donc, on peut traiter beaucoup de choses, quoi. Et après, ça va dépendre un peu de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'actu du moment. Il y a aussi évidemment un peu les marottes des différents journalistes de l'équipe. On est une dizaine de journalistes qui ont plus ou moins d'appétence pour certaines thématiques, mais on ratisse assez large, quoi. Léa ? J'étais la semaine dernière à Londres avec le SPIL, le syndicat de la presse indépendante et libre en ligne, et on a fait un voyage d'études où on a rencontré des équipes de The Guardian, mais aussi du Financial Times et aussi de médias plus émergents comme Tortoise. Et ce qui est ressorti de manière très très claire dans leur discours, c'était leur méfiance à l'égard des plateformes sociales, des réseaux sociaux et de l'indépendance qui était nécessaire à créer face à ces acteuristes du web et comment en fait ils se servaient de ces outils vraiment pour avoir une espèce de vitrine un peu marketing pour aller présenter leur contenu, mais qui cherchaient envers et contre tout, à déplacer leur audience vers leur site internet, vers leur propre contenu. Est-ce que c'est des choses des questions que vous vous posez? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir de manière assez intuitive, d'ailleurs on voit plein de médias qui sont quasiment que sur Instagram, pour beaucoup, qui se développent que sur les réseaux sociaux, et en fait la réalité c'est quid d'une certaine forme de dépendance. Je repense aussi avec ce qui s'était passé dans les années, c'était quoi, 2016, 2017 avec Google News. Bref, comment vous gérez vos rapports avec les GAFAM, plus ou moins? Lama? Alors, la mission, je reviens là-dessus, mais c'est vrai que avant d'aller sur Twitch et TikTok, on a eu 2 à 3 ans de réflexion en interne. Ça n'a pas été quelque chose qu'on a fait de façon évidente. Entre TikTok, on connaît les histoires de censure qu'il peut y avoir à l'époque et qu'il y a encore, et Twitch qui appartient à Amazon. Voilà. Donc on était un peu en vrai questionnement pour y aller. Donc, par exemple, sur Twitch, on n'a pas d'abonnement. C'est pas une chaîne où on peut s'abonner, par exemple. Il y a ces dimensions-là. Donc c'est vrai que ces questions-là, on se les pose à chaque fois qu'on est dessus. On se dit qu'est-ce qu'on fait Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'idée de faire œuvre de service public, c'est-à-dire le public est là, on ne peut pas ne pas y être. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut pas ne pas y être en médias audiovisuels sur les plateformes sociales. Mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement dépendant d'elles. Nous, on ne se sent pas dépendants de nos plateformes parce qu'on travaille énormément sur la plateforme d'Arte.tv et notamment sur l'application d'Arte qui est disponible sur des téléconnectés, qui a vraiment une vraie offre différenciante qu'on arrive à donner. Et sur YouTube, par exemple, vous avez la totalité des programmes documentaires, un peu de cinéma, un peu de séries, mais toutes les séries sont vraiment disponibles sur le site d'Arte. Il y a des choses que vous avez. À déplacer vos audiences? Alors, nous, la conversion d'audience, moi personnellement, je n'y crois pas vraiment. Je vois pas comment les. Sinon, il faut beaucoup d'argent en marketing pour que vous rameniez des gens sur votre plateforme, je pense. Il faut une vraie stratégie marketing là-dessus. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire, clairement. Mais par exemple, c'est vrai qu'on se pose des questions. Par exemple, quand on a un programme comme Malaisant, qui était une série de fiction entièrement en story sur Instagram, sur le compte Arte à suivre, qui est un compte dédié à la fiction, qui n'héberge que de la fiction sur Instagram. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on offre au public qui est sur Arte.tv.
C'est plutôt qu'est-ce qu'on offre au public qui n'est pas sur Instagram, plutôt que se dire on est dépendant d'eux. C'est qu'est-ce qu'on va leur offrir. Donc on a fait un court-métrage autour de Malaisan de 10-15 minutes qui est disponible sur la plateforme d'arte.tv et sur YouTube. Donc c'est plutôt cette stratégie-là qu'on a, nous, de notre côté. Mais je pense que le monde a... Donald? C'est une logique assez similaire en fait, parce qu'on a un site qui en lui-même est suffisamment fort pour drainer de l'audience. Et la vérité, c'est que le modèle économique du monde, c'est de faire en sorte que les gens s'abonnent au site, que les gens s'abonnent au journal, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en fait qui achètent le journal et qui s'y abonnent. L'appli aussi. Hein? Il y a l'appli aussi. Et bien sûr, il y a l'appli. L'abonnement numérique, du coup. Il y a l'abonnement numérique qui est la plus large part des revenus aujourd'hui du monde, du journal, et une partie de publicité qui finance aussi un petit peu ce qu'on fait. Donc en fait, les plateformes, c'est pas ce qui va rapporter de l'argent en soi. En tout cas, c'est pas le pari qu'on fait. Le pari qu'on fait, c'est effectivement, c'est un peu ce que tu disais, c'est d'aller parler à un public qui est là, ils sont présents. On va aller leur donner de l'info, on va leur donner du journalisme qu'on estime être de qualité pour les informer sur le monde dans lequel ils vivent, et c'est de faire exister notre titre, le titre Le Monde, et de leur dire, nous, on sait faire ça. Si vous venez un jour sur notre site, vous saurez que vous pouvez avoir de l'info de qualité qui est celle que vous avez aperçue sur Insta, sur YouTube ou ailleurs. C'est une sorte de méga bande-annonce de ce qu'on sait faire, et la finalité, c'est qu'ils viennent un jour sur le site et qu'ils se disent ça vaut le coup de s'abonner parce qu'il y a une équipe de journalistes qui a des trucs à raconter, qui a des trucs à dire, et c'est ça qu'on cherche à faire. Jules? Oui, moi j'avais une question pour Arte, mais pas pour Lama, mais moi je me demandais, parce qu'il y a quand même des logiques, on a beaucoup parlé de budget tout à l'heure, niveau service public, les financements d'Arte, donc il y a des fonds européens, est-ce qu'on va vers un tour de vis ou pas, ou ça va encore? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Moi, voilà, je m'inquiète de la santé ça va. économique. Non, vraiment, ça va. Maintenant, on est jusqu'en 2024, tout va bien. Et puis après, c'est vrai que c'est des choses qui se discutent évidemment au niveau de la direction d'Arte, mais tout est assez rassurant. Nos budgets sont là, on arrive à faire avec ce qu'on a. Donc tout va bien. Moi, je voulais vous demander si la création sur Internet inspirait le média traditionnel. Y a-t-il des producteurs et réalisateurs de documentaires qui ont changé leur narration, leur manière d'écrire parce que sur YouTube, il y a des tendances, il y a des choses intéressantes, du storytelling, notamment en ce moment. Ouais, non, ça marche plutôt bien. Il y a même des producteurs historiques, comme on les appelle, qui font aujourd'hui du web. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans l'unité dans laquelle je suis, donc on est les seuls à faire de la copro numérique, au sein d'Arte, en tout cas pour toutes les plateformes sociales. Mais toutes les unités de programme d'Arte aussi coproduisent des programmes pour les plateformes, notamment YouTube. Donc il y a par exemple Libre qui a été fait, donc qui était une série en animation par Ovidie et Sophie-Marie Laroui, qui était fait par l'unité de programme Société et Culture, et qui est un programme totalement web et qui vient d'une structure, qui est une boîte de production qui est plutôt assez historique. Donc soit ils viennent vers le web, soit effectivement au niveau de leur... Alors moi ça c'est un de mes doux rêves, j'avoue. C'est-à-dire que le web... fusionne, insuffle la télé. Moi, j'aimerais. Ce serait tellement bien. Mais vraiment, c'est vraiment un doux rêve que j'ai. Moi, pas l'inverse, quoi. J'aimerais tellement que, oui, parce que je pense qu'on a beaucoup au numérique à apporter en termes d'écriture, de mise en récit, comme tu disais tout à l'heure. Je veux dire que. Moi, j'ai une grande passion pour Internet, et je trouve que malgré ce qu'on y voit dernièrement, c'est encore un terrain de création magnifique. Moi, je vois je suis vraiment addict à ces plateformes-là. Je trouve ça génial ce qui s'y passe. Je trouve ça génial que des créateurs aient la possibilité de faire des choses sur Internet. Et j'aimerais qu'il y en ait plus, effectivement, visibles en linéaire. Mais ça y vient, moi, je trouve, quand même. C'est-à-dire que, par exemple, un Michou, on en dit ce qu'on veut, et on dit ce qu'on veut de Danse avec les stars sur Internet. On pourrait avoir un débat de 3 heures là-dessus. Est-ce que c'est du web? Moi, je pense pas, mais ça existe, ça a existé, c'est là. Mais Michou qui est invité dans une émission comme Danse avec les stars, c'est quand même un truc assez intéressant. Ou Domingo, un petit crossover, qui va chez Camille Combal, ou des choses comme ça. Après, c'est eux, c'est Domingo. Oui, ça ne change pas dans cette question, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça qu'on aimerait changer. Ouais. Mais il y a des petits mouvements qui se font quand même malgré tout. Après, tu as aussi des discours... Il y a Hugo Décrypte, qui fait aussi ses interviews. Ouais. Interview face cachée avec France Télé. Tu as aussi des discours apocalyptiques qui t'expliquent que la télé est morte, que la presse papier est morte, que
Si vous regardez les structures d'âge démographique des lecteurs et des téléspectateurs, ça vieillit chaque année d'au moins 1 an. Donc ça n'a pas d'avenir, donc le web c'est l'avenir, etc. Moi j'ai jamais cru à cette histoire d'avenir. On le disait tout à l'heure, en politique, sur Backseat on parle de politique, la télé reste le média numéro 1, point barre. Il n'y a pas à discuter, il y a pas, on n'est même pas sur une télé qui est alimentée par la presse papier, donc on continue à être elle aussi très prescriptrice pour faire un conducteur de JT ou voilà. Mais du coup voilà, cette idée que l'un va remplacer l'autre, c'est un truc que vous devez entendre. Ouais, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dedans et j'entends ça depuis 15 ans et ça sera... Non. C'est faux. Bah oui, en fait, comme aujourd'hui, je vous parlais de téléconnecté, mais c'est vrai que ça rajeunit aussi l'audience de la télé, en fait, de l'antenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si on parle d'antenne linéaire en direct, oui, effectivement, enfin, le 20h ou le 21h, c'est pas tout le monde aujourd'hui. Enfin, les gens de notre âge, ils y vont peut-être moins. Ouais. Mais c'est vrai que le replay, le fait de regarder ces chaînes-là est beaucoup plus automatique aujourd'hui chez pas mal de monde. Donc ça rajeunit l'audience globale de la chaîne, en fait. Nous, on aime bien regarder aussi dans sa globalité l'audience de la communauté d'Arte. Oui, parce que la télé s'est aussi adaptée. Bien sûr. Toutes les plateformes de VOD qui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est-à-dire que le temps que la télé a mis à se dire « Hey, il y a un coup à jouer, à mettre des choses en replay », ça a pris un peu de temps. Mais maintenant qu'on y est, effectivement, il y a énormément de gens qui regardent la télé sur leur ordi. Et est-ce que c'est encore de la télé? En fait, c'est la vraie question. C'est un peu ça la question. Quand tu regardes sur Instagram les replays d'émissions télé, est-ce que tu es en train de regarder de la télé? Mais c'est une vraie question. C'est un contenu qui n'existerait pas sur la télé. C'est quoi le linéaire aujourd'hui? Léa? Moi, j'avais une petite question pour Le Monde. Du coup, vous êtes quand même essentiellement un journal papier avec des correspondants qui écrivent. Comment vous chopez des rushs? Est-ce que vous avez des correspondants et correspondantes vidéo dans les autres pays? Je veux dire, comment vous avez vos contenus, en fait? Alors, il y a pas mal de possibilités. Nous, on a accès au flux vidéo d'agence de l'AFP et de Reuters. Donc ça, c'est pour la couverture news. C'est-à-dire qu'on est, comme pour accéder à des dépêches, aux dépêches AFP, c'est vraiment pareil. Sachant que l'AFP et Reuters sont des équipes un peu partout dans le monde et ils filment des images d'actu. Donc on fait pas mal de reprises avec ça. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, puisqu'il y a des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont postées dessus. Et nous, on fait un travail de vérification quand ça s'y prête pour voir s'il y a des infos à faire émerger de tout ça. Et après, il arrive parfois qu'on ait des gens, parce que l'évangélisation de la rédaction a quand même porté ses fruits, donc la plupart des gens de la rédaction sont au courant que Le Monde fait de la vidéo, et parfois ils nous contactent et nous disent nous on va faire tel reportage à tel endroit, il y aura un photographe avec moi, il sait faire de la vidéo, est-ce que ça vous intéresse? Et on en parle et on voit et on s'organise pour voir s'il y a des choses à faire. Typiquement, il y a quelques jours, on a un journaliste du service international qui a survolé Gaza pour des largages de convois humanitaires. Il était avec un photographe. Ils nous ont rappelé avant, ils nous ont dit on va là-bas, ça vous intéresse? On s'est dit franchement, pouvoir filmer et photographier Gaza vu du dessus, aussi bien le largage, mais surtout qu'est-ce qu'on voit de l'état de Gaza vu d'un avion. Et on a monté un sujet avec lui. Lui, il est revenu de reportage, on l'a interviewé et on a enrichi son interview avec des images qu'il avait prises avec le photographe sur le terrain. Donc il y a des choses qui s'organisent comme ça et qui dépendent en fait un petit peu de ce qui se fait. On n'a pas des gens implantés pour ça. Mais quand des gens partent quelque part, oui, dans la mesure du possible, on essaye de se mettre dans la boucle pour essayer de créer quelque chose. Alors, je vais faire un truc très bizarre, c'est que je vais remercier Arte France pour son raid. Bienvenue, les viewers d'Arte. On est sur le plateau de Backseat en direct du Frames à Avignon. On est justement en plateau avec Lama Serran qui est chargé de programme chez Arte France justement. Et donc on parle de création numérique. On est aussi avec Donald Walter qui est le chef adjoint du service vidéo du Monde. À l'occasion de ce festival d'audiovisuel sur Internet, on était en train d'avoir une réflexion justement sur ce que c'est pour Arte, pour le Monde, pour nous, d'être sur Internet, ce qu'on y fait, ce qu'on y dit, à qui et pourquoi. On arrive un petit peu à la fin de cette émission. Je voudrais vous demander à tous les deux une question un peu de prospective, un peu d'ouverture vers l'avenir. Allez, on est à Frames, c'est le moment de s'interroger sur c'est quoi l'avenir? C'est quoi les prochains mois, les prochaines années, les prochaines innovations, vos espoirs, vos envies et les espoirs et les envies de vos organisations respectives? Donald, pour le journal Le Monde. C'est un vaste programme. On en parlait juste avant, peut-être le stream un jour, parce que pour l'instant on fait de l'unitaire et on fait de la VOD finalement. Mais sinon non, c'est de grossir parce qu'on est assez nombreux, mais en fait plus on est nombreux, plus on fait des trucs cool. Donc l'idée c'est de s'étendre et de pouvoir proposer plus de contenu plus régulièrement. C'est un peu ça qu'on vise, je dirais. Ok.
Intéressant à suivre de près, donc les évolutions du monde, peut-être sur Twitch bientôt, à suivre de très près. Lama Serran. Nous, c'est de continuer à faire des coproductions avec des créateurs, Et là, en ce moment, quand même, l'IA remue pas mal de choses en interne. C'est-à-dire on est quand même très alerte sur ces sujets-là. On regarde beaucoup de choses. On a des groupes de discussion autour de ces sujets qu'on trouve hyper intéressants, qui sont des outils en tout cas à regarder et à voir comment on les mettra en œuvre. En tout cas de notre côté, on a des programmes en cours, notamment autour de l'IA, mais pas parlant d'IA, mais utilisant l'IA et créant avec l'IA, quoi. Eh bien, merci beaucoup du fond du cœur, Lama Serran et Donald Walker. Vous pouvez les applaudir très très fort. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous laisse quitter le plateau.